Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité de ce 22h. Le président de la République et chef de gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, a tenu aujourd'hui les travaux de la 12e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Et au Gaza, plus de 60 organisations appellent l'Union européenne à demander des comptes à l'État sioniste. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président Guelleh décline les grandes priorités qu'il fixe à son gouvernement dans le contexte actuel de la rentrée politique. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce mardi matin à la faveur du Conseil des ministres, marquant la reprise des activités du gouvernement et partant la rentrée politique nationale à l'inventaire des priorités et actions qu'il fixe pour son gouvernement. Dans cette intervention, aux allures de grand oral, le président Guelleh a décrit la mise en œuvre des grands projets de développement redéfinis pour notre pays comme étant la principale priorité fixée à son gouvernement. L'expansion des activités portuaires et le dynamisme de certains secteurs tels que les télécommunications et l'énergie constituent les structures phares de croissance économique, a poursuivi dans son allocution. À cet effet, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Il a dans la foulée présenté aussi l'exploration des sources nouvelles des débouchés économiques pour notre pays comme un créneau viable de renforcement pour notre essor. Nous devons poursuivre nos efforts de diversification économique en investissant dans des secteurs porteurs tels que le tourisme, l'agriculture, les énergies renouvelables et les petites industries. À cet effet déclaré en substance le président Guelleh, citant par ailleurs le numérique et la digitalisation dans nos administrations, nos moyens de paiement et d'échange et le développement du e-commerce au titre du canevas porteur de développement nouveau pour notre pays. Le développement d'infrastructures numériques robustes et d'un écosystème numérique dynamique est essentiel pour attirer les investissements étrangers et stimuler l'innovation. À ce propos soutenu le chef de l'État qui s'est réjoui des projections de croissance de 7,5% pressenties cette année pour notre pays et ce malgré un contexte mondial marqué par la morosité. Dans cette allocution, le chef de l'État fit ensuite état d'instructions données à son gouvernement en vue d'appréhender toujours notre essor à travers la notion d'inclusivité sociale largement entérinée dans notre pays. C'est dans cette optique que nous continuerons à réduire les obstacles structurels qui entravent la pleine participation des femmes dans tous les aspects de la société, à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et à éradiquer les violences basées sur le genre, a fait observer le chef de l'État, mettant l'accent également sur l'aptitude dont dispose l'exigence d'inclusivité pour déboucher sur des résultats hautement positifs en matière d'insertion de personnes à besoins spéciaux ou vivant avec un handicap. Et le président Guelleh dirigeait au rang d'autres priorités assignées à son gouvernement la mise en œuvre d'une plus grande politique sociale au motif qu'aucune communauté ne puisse accéder au bien-être durable dans une perspective où certaines de ses composantes restent sous le coup des précarités et de déficiences permanentes. Nos actions vont également vers le soutien aux populations les plus vulnérables et pour l'accès au logement abordable afin d'atténuer les nombreux chocs exogènes et de renforcer la résilience de nos concitoyens. À ce sens, plaidé le président Ismaël Omar Guelleh, adjoignant le principe d'une santé accessible à la liste des dispositions auxquelles le gouvernement doit consentir en faveur du développement social de notre pays. La santé est un droit fondamental et notre gouvernement est résolu
à garantir que ce droit doit être respecté pour tous. À ce propos promis, le chef de l'État passant également en revue les stratégies redéfinies pour notre pays en vue d'un plus grand rayonnement sur la scène régionale, continentale et internationale. Sur le plan régional, notre pays négociera le principe d'une plus grande acuité et échange avec les nations de cette partie du monde à travers un processus d'exploitation de la récente ratification du traité modifiant les statuts de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD, initiative permettant de renforcer la collaboration entre les pays de la région, de promouvoir le développement économique et de lutter contre les défis communs que représentent la sécheresse, les conflits et le terrorisme, a mis en lumière le président Guelleh, que je vous propose de suivre donc son allocution. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs les ministres, après une période estivale qui, je l'espère, vous a permis de vous ressourcer et de partager des moments précieux avec vos proches. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la reprise de nos travaux, notre détermination à poursuivre notre engagement pour le développement de notre pays et au service de notre population. Puisse Allah continuer à nous soutenir et à nous guider dans l'accomplissement de notre mission. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, alors que nous entamons cette 12e séance du Conseil des ministres, il nous faut envisager ensemble nos perspectives dans un monde qui demeure en constante mutation. La mondialisation, la digitalisation, les bouleversements géopolitiques, les défis climatiques et les crises économiques mondiales nous obligent constamment à adapter et à repenser nos stratégies ainsi que nos actions pour garantir un avenir prospère et durable pour toute nation. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux et je demeure convaincu que les opportunités qui s'offrent à nous le sont tout autant, voire davantage. Pour cela, il nous faut agir de manière coordonnée et unie pour saisir des occasions, poursuivre les transformations qui sont en cours afin de renforcer notre rôle sur la scène continentale et sur la scène internationale. La récente ratification du traité modifiant les statuts de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, incarne notre engagement pour la stabilité régionale et pour une coopération interétatique renforcée. Cette initiative permettra de renforcer la collaboration entre les pays de la région, de promouvoir le développement économique et de lutter contre les défis communs que représentent la sécheresse, les conflits et le terrorisme. Sur le plan international, la signature du nouveau traité de défense avec la France, après 2 ans de négociations, symbolise non seulement notre volonté de revisiter notre partenariat pour le renforcement de la stabilité régionale et pour la sécurité de l'Afrique, mais aussi notre engagement à renforcer nos partenariats stratégiques. Nous ne manquerons pas également de partager nos priorités lors du prochain forum de la coopération Chine-Afrique et lors du sommet de l'avenir qui se tiendra à New York afin de faire entendre notre voix et d'œuvrer avec la communauté internationale pour mieux définir les contours d'un nouvel ordre mondial qui devra être davantage équilibré
et où les pays du Sud seront mieux représentés. Mesdames et messieurs, une meilleure gouvernance mondiale passe également par davantage d'allocations de ressources pour le financement d'infrastructures régionales afin d'avoir un continent qui renforce les échanges intra-régionaux. L'Afrique, aujourd'hui, n'investit pas assez et souffre d'un déficit de financement. C'est ce message que nous porterons également sur la scène internationale. Sur le plan national, notre action reste ancrée sur une économie de plus en plus forte. Malgré le contexte mondial et une croissance internationale atone, notre économie renoue avec la croissance, principalement due à l'expansion des activités portuaires et au dynamisme de certains secteurs tels que les communications, les télécommunications, l'énergie et notre projet de raffinerie à Damerjo, tout comme le projet pipeline de gaz transfrontaliers continueront à porter notre croissance. Pour maintenir notre croissance et garantir un développement durable, nous devons poursuivre nos efforts de diversification économique en investissant dans des secteurs porteurs tels que le tourisme, l'agriculture, les énergies renouvelables et les petites industries. Nous devons également investir dans le champ du numérique et la digitalisation de nos administrations, de nos moyens de paiement et d'échange, mais aussi accompagner le développement du e-commerce, le développement d'infrastructures numériques robustes et d'un écosystème numérique dynamique est essentiel pour attirer les investissements étrangers et stimuler l'innovation. Nous devons surtout investir dans l'éducation et la formation aux technologies numériques afin de créer une main-d'œuvre qualifiée et compétitive et de fournir les armes à notre jeunesse afin de relever les défis du monde de demain. Écoutons le second volet du discours du président de la République. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, notre nation s'est forgée au cours des décennies sur des hommes et des femmes et notre plus grande richesse constitue le capital humain dans lequel nous investissons année après année. C'est dans cette optique que nous continuerons à réduire les obstacles structurels qui entravent la pleine participation des femmes et des hommes dans tous les secteurs. Nous continuerons à réduire les obstacles structurels qui entravent la pleine participation des femmes dans tous les aspects de la société, à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et à éradiquer les violences basées sur le genre. Il nous faut également réduire significativement les discriminations basées sur le genre et sur le handicap. Beaucoup d'efforts ont été faits et nous arrivons désormais vers une société où davantage de justice sociale et d'inclusion sont possibles. Nos actions vont également sur le soutien des populations les plus vulnérables et pour l'accès au logement abordable afin d'atténuer les nombreux chocs exogènes et de renforcer la résilience de nos concitoyens tout en offrant à chaque Djiboutien des opportunités concrètes pour s'épanouir et contribuer activement à notre société. Mesdames et messieurs, en matière de santé publique, d'importantes réformes ont été entreprises afin de mieux réguler et organiser les structures sanitaires pour assurer que chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence ou sa situation économique, puisse accéder à des soins de qualité. La santé est un droit fondamental et notre gouvernement est résolu à garantir que ce droit soit respecté pour tous. Notre vision de développement ne saurait se limiter aux dimensions sociales et économiques. Aujourd'hui,
La globalisation qui s'offre à nous apporte certes des bénéfices à nos populations, mais sape aussi nos fondements et notre identité nationale, qui sont aujourd'hui mis à l'épreuve. Il est de notre devoir de protéger et de valoriser ce qui a fait notre force et notre singularité dans notre région. Il est de notre devoir de rappeler et de restaurer la richesse que constituent nos patrimoines. C'est pour cette raison que la Semaine nationale du patrimoine, qui se déroulera en décembre, s'inscrit comme une célébration de notre héritage et de notre patrimoine. Cet événement sera l'occasion de réaffirmer notre engagement à protéger et à valoriser notre patrimoine en le plaçant au cœur de notre identité nationale. Le versement des archives publiques de l'ensemble de l'administration aux archives nationales au début du mois de décembre viendra compléter cette démarche en garantissant que notre mémoire collective reste vivante et accessible pour les générations futures. Mesdames et messieurs, nos opportunités sont immenses et porteurs d'espoir et nous invitent à œuvrer ensemble et à l'unisson afin de servir notre pays avec la même détermination, la même passion et le même sens du devoir qui ont toujours guidé nos pas. Je vous remercie. Et on revient à présent sur le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement sur la 12e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 27 août 2024. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2023 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Les comptes financiers du laboratoire pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 315 821 000 francs djibouti et en charge à 313 239 000 francs djibouti. En 2023, le laboratoire a enregistré un résultat net de 2 581 000 francs djibouti, soit une légère baisse par rapport à l'année précédente. Et cette réduction résulte principalement par la diminution des recettes combinée à un léger accroissement des charges totales qui passent à 313 239 000 francs djibouti en 2023, soit une petite augmentation de 5 813 000 francs djibouti par rapport à 2022. Les postes d'immobilisation corporelle, incorporelle et financiers du laboratoire s'élèvent en valeur brute à 233 134 000 francs djibouti. L'ensemble des investissements corporels réalisés par le laboratoire au cours de l'exercice 2023 s'élève à 33 358 000 francs djibouti. La deuxième question est relative à un projet de décret portant donc protection des travailleurs, des patients, du public et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. Le présent projet de décret vise principalement à protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement contre les dangers liés au rayonnement ionisant en République de Djibouti. Il permet d'établir des mesures réglementaires visant à prévenir les risques associés à l'exposition au rayonnement dans le cadre d'un dispositif législatif renforcé et modernisé. Ce projet de décret établit les obligations fondamentales pour la protection contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Il s'applique à toutes les situations d'exposition, qu'elles soient professionnelles, médicales ou concernant le public. Il introduit des normes de sécurité rigoureuses pour les pratiques impliquant l'utilisation donc de sources de rayonnement dans le but de minimiser les risques pour la santé humaine et pour l'environnement. La troisième question concerne le projet de décret portant création du corps des inspecteurs de l'Autorité nationale de sécurité et de sûreté nucléaire, radiologique, chimique et biologique.
La République de Djibouti renforce ses dispositifs de sécurité et de sûreté dans les domaines nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques, avec la création d'un nouveau corps d'inspecteurs au sein de l'Autorité nationale de sécurité et de sûreté. Ce projet de décret vise donc à renforcer les missions d'inspection et de contrôle dans ces domaines critiques. Le nouveau corps des inspecteurs de l'autorité nationale comprend deux cadres principaux, un cadre des inspecteurs alignés sur l'échelle de rémunération et de carrière A1 et un cadre des inspecteurs adjoints également alignés sur l'échelle de rémunération de carrière A1. La création de ce corps des inspecteurs est essentielle pour garantir un niveau élevé de sécurité et de sûreté dans les domaines concernés. Elle assure que les inspections et les contrôles sont réalisés par des professionnels hautement qualifiés, respectant des normes strictes et soumis à des évaluations régulières. Le Conseil a ensuite donc examiné et approuvé d'autres questions. Réécoutons le compte rendu de M. Mahmoud Ali Youssouf. La quatrième question concerne un projet de décret portant sur la validation des contrats signés avec un producteur indépendant pour le projet de Grand Bara Solar. Le projet de décret donc porte validation des contrats signés dans le cadre du contrat de mise en œuvre, incluant le contrat vente-achat d'énergie à l'EDD. Ce projet de décret a pour objectif d'approuver les contrats du projet solaire du Grand Bara, qui comprend la construction donc d'une centrale solaire de 25 MW accompagnée d'un système de stockage d'énergie d'une capacité de 5 MW en partenariat avec EDD, le ministère de l'Énergie en charge des ressources naturelles et la société Grand Bara Solar SAS, filiale d'Amea Power Limited. Il répond à la lutte contre les changements climatiques et favorise la production énergétique par le biais des énergies propres et durables. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant composition des organes de coordination de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Ce projet d'arrêté sur la composition des organes de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière vise à formaliser le cadre institutionnel nécessaire à la coordination, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la stratégie, deux organes de coordination seront mis en place. Il s'agit du Comité national de coordination pour l'inclusion financière à travers le pays, en soutenant l'intégration financière des populations les plus démunies et en réduisant les inégalités d'accès aux services financiers. Ce projet d'arrêté marque une étape supplémentaire vers la mise en œuvre effective de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui demeure une priorité du gouvernement pour assurer un développement économique plus inclusif et soutenable. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant attribution de 2 parcelles de terrain sises à la zone d'extension de Nagad au profit de la société ERSA Real Estate SARL. Il est attribué à titre onéreux au profit de la société donc ERSA Real Estate SARL 2 parcelles de terrain situées dans la zone d'extension de Nagad et d'une superficie totale de 90 581 m². Les dites parcelles de terrain seront destinées à l'implantation d'un projet immobilier. La septième question, donc la société ERSA Real Estate est chargée de la réalisation de l'ensemble des voiries et réseaux ainsi que le remblai de la zone d'extension de Nagad. La septième question est relative à un projet de décret portant nomination. M. Mohamed Ali Kamil est nommé secrétaire exécutif de l'ONARS en remplacement numérique de M. Hussein Hassan Darar. M. Hussein Hassan Darar est nommé pour sa part conseiller technique auprès du Premier ministre. M. Suleiman Moumin Roble est nommé secrétaire général du ministère de l'Intérieur en remplacement de M. Siraj Omar Abdelkader et M. Siraj Omar Abdelkader est nommé conseiller technique du Premier ministre. M. Mustafa Mahmoud Sambriye en service au secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration au ministère du Travail est nommé au poste de responsable financier ayant rang de directeur en remplacement numérique de Mme Fatouma Oudoum Johar. M. Ali Omar Shirwa est nommé directeur général des domaines auprès donc du ministère du Budget. M. Hussein Mahmoud Barre est nommé conseiller technique du ministre du Budget. Et Mme Deqa Issa Moussa est nommée directrice des systèmes de l'information, toujours auprès du ministère du Budget.
Dans la matinée du 21 août, une délégation djiboutienne a participé à la commémoration du 40e anniversaire de l'adhésion de l'Assemblée populaire nationale à l'Union interparlementaire et à la cérémonie d'ouverture du 6e séminaire pour les parlementaires des pays en développement. Et c'était au Grand Palais du Peuple de Pékin. Et ce retour de l'équipe féminine de l'armée djiboutienne qui est rentrée dans le pays où le 26 août 2024, après avoir participé avec détermination et engagement à la prestigieuse CAF Women Champions League 2024 qui s'est tenue en Éthiopie à Addis Abeba. Malgré les efforts physiques et techniques déployés tout au long de cette compétition, nos valeureuses militaires djiboutiennes n'ont pas obtenu la victoire finale. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a déclaré « Bien que le résultat final n'ait pas été à la hauteur de nos attentes, nous sommes incroyablement fiers de l'effort et de la détermination de nos joueuses. On fait preuve donc tout au long de ce tournoi. » Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, ce dimanche vers 15h, suite à des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade de Meljog ont intercepté au niveau du barrage des Douda un véhicule de type minibus correspondant au signalement. La fouille-perquisition est effectuée par les OPJ. Dans ce véhicule permet de trouver une somme numéraire de 1 823 500 de nos francs, une somme collectée par des contrebandiers de cigarettes et était destinée à être acheminée vers les fournisseurs présumés. Placés en garde à vue, les deux convoyeurs présumés ont admis cette activité de transport des fonds issus de la contrebande. À l'issue de l'enquête diligentée, les auteurs présumés ont été déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Quant à la somme d'argent saisie, elle est mise à la disposition de la justice. Encore une fois, la gendarmerie tient à réaffirmer son engagement dans la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et notamment la rupture des voies de financement de cette activité illicite. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, au Gaza, l'assassinat des journalistes où plus de 60 organisations appellent l'Union européenne à demander des comptes à l'État sioniste. Quelques 60 organisations internationales de journalisme et de défense des droits de l'homme ont appelé l'Union européenne à prendre des mesures contre les assassinats sans précédent et les violations de la liberté des médias commis par Israël contre des journalistes à Gaza, soulignant qu'elle avait vérifié que Tel Aviv a tué délibérément certains d'entre eux. C'est ce qui ressort d'une lettre conjointe envoyée hier par les organisations aux dirigeants européens les plus éminents, dont le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères de la politique de sécurité, M. Josep Borrell. Avec le soutien américain, l'État sioniste mène une guerre contre Gaza depuis le 7 octobre 2023. Cela a fait plus de 133 000 victimes entre morts et blessés palestiniens, pour la plupart malheureusement des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière. Au mépris de la communauté internationale, l'État juif poursuit la guerre, ignorant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU visant à arrêter immédiatement, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de la justice, de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 15h, de ce 22h, pardon. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.